moteur puissant, mais il tournait à vide, incapable de produire la moindre action concrète. Scène 3. L'agonie de la souris et le financement occulte. Le mercredi après-midi se déroula sous le signe de la décomposition à la fois morale et littérale. Près de la machine à café, Maëva poussa un cri. « Regardez, c'est une horreur. » Hervé et Jeanne s'approchèrent. Dans un coin, une petite souris était prise de convulsions. Une bave blanche moussait à ses lèvres. « Il y a une petite souris qui a agonisé, » expliqua Maëva, fascinée et horrifiée. « Elle a doublé de volume, le produit toxique. Ça fait des bulles. Putain, la vache! » La petite agonie de la souris, lente et chimique, était une métaphore parfaite de leur propre existence au bureau. « Hervé, tu ne peux pas laisser souffrir une pauvre petite bête comme ça, » dit Maëva. « Il faut l'achever. »« Quoi? » s'exclama Hervé, reculant. « Mais t'es malade! Tu te rends compte de ce que tu me demandes? C'est comme une euthanasie. T'es pour l'euthanasie, non? Mais on n'est pas dans un service de gérontologie, je ne vais pas donner les derniers soins. » Pendant que ce débat éthique de bas étage se déroulait, Jeanne, qui regardait par la fenêtre, aperçut une scène intrigante. Le grand patron de l'entreprise était dans la cour, en grande conversation avec un homme politique local. Un échange de mallettes eut lieu, discret mais sans équivoque. Le président qui finance la campagne de ce gros porc de facho s'indigna Jeanne, se précipitant pour raconter sa découverte. Avec l'argent de la boîte, hein? L'indignation se propagea comme une traînée de poudre. La petite tragédie de la souris fut instantanément oubliée, remplacée par un scandale politique bien plus excitant. « Ce type n'a aucune morale, ça me dégoûte, » dit l'un. Par contre, pour nous rembourser les notes de frais, ajouta un autre. Leur colère était pure, passionnée et complètement mal informée. Hervé, en particulier, était hors de lui. Il connaissait bien ce politicien de réputation, un certain Thomasin, une figure de l'extrême droite locale. Le destin, dans son infinie ironie, fit que l'homme politique en question monta dans les étages pour saluer le patron. Il croisa Hervé dans le couloir. « Alors, on travaille ici? » demanda l'homme d'un air affable. Hervé, voyant rouge, ne réfléchit pas. Il se saisit de la tasse de café qu'il tenait à la main et la jeta à la figure du politicien. « Espèce de facho! » hurla-t-il. L'homme, couvert de café, le regarda avec stupéfaction. Jeanne, qui arrivait en courant, devint blême. « Hervé! Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas Thomasin, c'est Ferrari. »« Ferrari? » ?»« Oui, le candidat de gauche, un ancien ouvrier, un type très bien. Je colle des affiches pour lui depuis un mois. » Hervé resta figé, la tasse vide à la main. Son grand acte de résistance politique venait de se transformer en une agression absurde contre son propre camp. Une fois de plus, une tentative d'action significative s'était effondrée en une querelle personnelle et un monumental malentendu. Il se tourna vers Jeanne, cherchant un bouc émissaire. « C'est toi qui m'as dit que c'était Thomasin. » La révolution, décidément, n'était pas pour aujourd'hui. Partie 4, jeudi, radiographie de l'âme. Scène 1, le questionnaire de la perversion. Le jeudi, l'atmosphère était à l'introspection, ou du moins à sa version la plus triviale. Jeanne et Maëva, en quête de distraction, tombèrent sur une feuille de papier abandonnée près de l'imprimante. C'était un de ces questionnaires de magazine, du genre « Quel amant êtes-vous » Mais celui-ci était rempli, et les réponses étaient déconcertantes. « Oh là là, la mort, c'est encore plus drôle » dit Maëva en lisant la première réponse. « On va savoir ce qu'ils pensent, les mecs. » Elles se penchèrent sur le document, lisant à voix haute. Chaque réponse les plongeant un peu plus dans la perplexité et l'hilarité. Question. Où préférez-vous faire l'amour? Réponse cochée, dans une salle d'attente. Une salle d'attente, s'étonna Jeanne. C'est sûrement un intello. Question. Votre secrétaire vous propose un café. Vous pensez. Réponse cochée. Elle est chaude comme la braise, la salope. Le ton montait d'un cran. Les fantasmes de l'auteur anonyme se dévoilaient, plus étranges les uns que les autres. Question. Votre fantasme le plus torride? Réponse cochée. Faire l'amour à une femme qui vous aime et la traiter comme une chienne. Alors qu'elle lisait cette réponse, une image surréaliste se forma dans leur esprit. Une scène en noir et blanc, un détective privé fatigué dans un bureau enfumé et une femme fatale lui déclarant son amour avant qu'il ne lui ordonne d'aller chercher ses pantoufles. Question. Votre premier geste après l'amour? Réponse cochée. Une bonne choucroute. Cette réponse les laissa sans voix. L'image d'un couple, au sortir de l'étreinte, se ruant sur un plat de choucroute garnie fumante,
était d'une absurdité magnifique. Une vision wagnérienne dans une brasserie alsacienne. L'amour et le chou fermenté mêlés dans une symphonie improbable. Une choucroute? Répéta Jeanne. Attends, il y en a un qui en a repris 2 fois, ce midi à la cantine. Hervé. Le nom était lâché. Hervé Dumont, le comptable timide et névrosé, devenait le suspect numéro 1. Chaque réponse était réinterprétée à la lumière de cette nouvelle hypothèse. Traiter une femme comme une chienne. Ça colle avec sa frustration, analysa Maëva. La salope d'une salle d'attente. Il est tellement coincé qu'il ne peut fantasmer que dans des lieux publics aseptisés, ajouta Jeanne. L'arrivée d'Hervé, à cet instant précis, fut un cadeau du destin. Il s'approcha, l'air soucieux comme à son habitude. Maëva, il faut absolument qu'on se voie pour le périple dans le Nord. Là. Ton périple, tu le feras sans moi, répondit Maëva, le regardant avec un mélange de dégoût et de fascination. Pervers. Hervé, qui ne comprenait rien, la regarda abasourdi. Il était accusé, jugé et condamné sur la base d'un plat de choucroute. Le questionnaire n'était pas un simple jeu, c'était un outil de projection. Face au chaos des relations humaines, les employés cherchaient des grilles de lecture, des systèmes, aussi irrationnels soient-ils, pour donner un sens au comportement de leurs semblables. Hervé n'était pas un individu complexe. Il était le pervers à la choucroute, une catégorie simple et rassurante qui expliquait tout, et surtout qui évitait d'avoir à réellement le comprendre. Scène 2. Le périple d'Hervé dans le Nord. Maëva ayant refusé catégoriquement de partir en déplacement avec le pervers à la choucroute, ce fut Fred qui se dévoua pour l'accompagner. Le périple s'annonçait sous les pires auspices. Béthune, Valenciennes, Arras, Tourcoing. Une litanie de noms qui évoquaient la pluie, les terrils et une tristesse infinie. Le voyage fut un long tunnel de grisaille. La voiture de société filait sur des autoroutes humides, entre des champs de betteraves et des villes industrielles endormies. Fred essayait de mettre de l'ambiance, passant de la musique entraînante à la radio, mais Hervé restait muré dans un silence angoissé, ne l'interrompant que pour faire des remarques sur la consommation d'essence ou pour vérifier l'itinéraire sur une carte dépliée avec une précision d'horloger. Le premier rendez-vous client fut un désastre. Hervé, incapable de la moindre conversation informelle, attaqua directement avec des tableaux de chiffres. Le client, un homme jovial qui espérait un déjeuner convivial, se referma comme une huître. Fred tenta de sauver la situation avec quelques plaisanteries, mais le mal était fait. Le soir, ils se retrouvèrent dans un hôtel de chaîne anonyme à la périphérie de Valenciennes. Le restaurant de l'hôtel proposait un menu du voyageur d'une tristesse abyssale. « On pourrait sortir, aller boire un verre en ville ?» proposa Fred, plein d'espoir. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » répondit Hervé, les yeux rivés sur une pile de factures qu'il était en train de trier. « Il faut que je classe les notes de frais pour demain. Et puis, nous avons un rendez-vous à 8h30. Il faut être frais et dispo. » La soirée se passa donc dans la chambre d'Hervé. Fred, assis sur le lit, regardait un jeu télévisé sans intérêt, pendant qu'Hervé, à son bureau, agrafait méticuleusement des reçus sur des fiches cartonnées. C'était un voyage au cœur de la vacuité, une plongée dans l'âme d'Hervé, un paysage aussi plat et monotone que ceux qu'il traversait. Le lendemain, sous une pluie battante à Tourcoing, Fred craqua. « Mais enfin, Hervé, tu ne vis pas, tu ne fais que comptabiliser la vie. » Hervé la regarda, sincèrement étonné. « Mais c'est mon travail, l'ordre, la méthode, c'est ce qui nous protège du chaos. » Fred comprit alors que le périple n'était pas seulement géographique. C'était un voyage dans une autre dimension, celle d'Hervé, un monde où la passion, la spontanéité et la joie étaient des anomalies à corriger, des erreurs à effacer des bilans. Elle se sentit soudain très fatiguée. Le Nord, finalement, n'était pas si déprimant que ça. Scène 3. Le fléau astrologique. Pendant qu'Hervé explorait les tréfonds de l'ennui dans le Nord, Maëva, au bureau, se lamentait sur ses propres abîmes, ceux de sa vie sentimentale. Elle racontait sa dernière mésaventure à Jeanne avec le lyrisme d'une héroïne de tragédie. « Tu ne me croiras jamais, » commença-t-elle. « J'ai rencontré un homme merveilleux, riche, intelligent, drôle. Il est venu me chercher en Jaguar. Il m'a ouvert la portière, il m'a dit que j'étais belle. Le début de soirée était merveilleux. » Elle marqua une pause pour laisser l'effet dramatique s'installer. « Et après, c'était sexuel ?» demanda Jeanne, pragmatique. « Pas du tout, c'est après, on est sur l'oreiller, et là, il me dit qu'il était scorpion. »« Non. » Et ascendant scorpion, ajouta Maëva comme si elle annonçait une maladie incurable.